Bonjour à tous, bienvenue dans La Quinzaine, deuxième épisode, votre nouveau podcast ciné qui va essayer de vous décrypter l'actualité cinéma tous les 15 jours. Le principe reste le même que pour le premier épisode, on choisit un film qui est sorti sur les 15 derniers jours, on en discute entre amis, attablés, avec une bonne petite bière, tous ensemble. On est très bien, j'espère que vous êtes bien installés parce que La Quinzaine, deuxième épisode, c'est parti. Donc cette semaine, on va vous parler d'un réalisateur canadien adulé par la critique. Ces derniers films ont tous été salués. Ambroise, ne t'inquiète pas, on ne va pas parler de Xavier Dolan. On va parler d'un des plus grands acteurs du cinéma. On va parler d'un des plus grands acteurs du cinéma qui a incarné de nombreuses icônes. On va parler d'un acteur plus contemporain qui n'est jamais meilleur que quand il ne parle pas, en fait. On va parler cette semaine de Blade Runner 2049, évidemment, réalisé par Denis Villeneuve. Je m'appelle toujours Jacques. Je suis toujours entouré d'Ambroise. Salut Ambroise. Bonjour Jacques. Et de Camille. Salut Camille. Salut Jacques. J'espère que tout le monde est bien installé parce que c'est parti. Alors déjà, qu'est-ce qu'on aurait pu aller voir ces dernières semaines au cinéma? Ambroise, t'as été au ciné un peu? Ces dernières semaines, je suis allé voir deux films français. Je suis allé voir 120 battements par minute, qui a été franchement adulé par la critique. C'était un peu le film événement de la rentrée et que j'ai beaucoup aimé, sans forcément considérer ça comme un chef-d'œuvre ou un très grand film. Je crois qu'on peut dire que ça reste quand même un film extrêmement intéressant, extrêmement bien fait et avec d'excellents acteurs. Je suis donc aussi allé voir Le Sens de la Fête, qui est de Olivier Nakache et Eric Toledano, qui sont deux réalisateurs français que j'apprécie beaucoup. Ouais. Donc réalisateurs d'Intouchables, Nos Jours Heureux. Et c'est un très bon film de ces deux réalisateurs qui est très drôle, assez touchant à certains moments. Mais bon, c'est pas forcément leur meilleur, mais je le recommande quand même. Ok, d'accord. Gros acteurs dans Le Sens de la Fête. Un casting énorme, ouais. Avec plein d'acteurs en plus de comédie qui viennent un peu d'horizons différents. Il y a Matt Lesguy, le copain de Kev Adams, il y a Jean-Pierre Bacry. Non, vraiment un beau casting et un film très intéressant et très drôle surtout. Même si la plupart des blagues, beaucoup de blagues sont dans les bandes annonces. Mais ça vaut quand même le coup d'être vu. Ok, bon les gars, on attaque tout de suite sur Blade Runner 2049, réalisé par Denis Villeneuve avec Ryan Gosling, Harrison Ford qui fait son grand retour, mais aussi plein de guests. Jared Leto, Robin Wright, gros casting aussi, un film assez impressionnant, assez long, 2h43. Mangez bien avant d'y aller, parce qu'il ne faudrait pas faire une hypoglycémie. On a fait l'erreur. On a clairement fait l'erreur, on aurait dû manger avant. Les gars, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que c'était à la hauteur du premier film D'abord, on va peut-être présenter assez rapidement le film. Du coup, le premier Blade Runner, donc c'était par Ridley Scott. Il est sorti en 1982, donc là, comme on parle d'une suite 35 ans après, et qui était largement attendue. Donc, on retrouve en fait un scénario assez semblable. On a toujours les réplicants, donc, qui sont des robots doués plus ou moins de la possibilité humaine, et qui se rebellent. Donc, on a toujours à nouveau les Blade Runner, donc des détectives militaires chasseurs de réplicants. Des chasseurs de réplicants, c'est ça, et qui cherchent à du coup désactiver les versions dépassées de ces robots. Et ce qu'il se passe, c'est qu'en fait un bébé serait né de ces robots, et donc ce sera le début de l'enquête pour l'agent K, qui est joué par Ryan Gosling, et qui va du coup aller à la recherche de cet enfant et du coup de ses parents qui seraient des robots. Ok, exactement ça. Alors Blade Runner, le premier du nom, c'était vraiment un film culte. Mais pas forcément culte à sa sortie. Ça a mis très longtemps avant d'atteindre le statut de culte, ça n'a pas forcément été très respecté au début. Et en plus, il y a par la critique. Ouais, par la critique, ouais. Là, ça a vraiment pris du temps. Contrairement à Star Wars, où on a parlé de films culte absolu. Et justement, en plus, il existe plusieurs versions de Blade Runner. Et on existe 3, je crois, en tout. Donc la version originale qui est sortie, le Director's Cut de Ridley Scott, où il y a quand même pas mal de différences. Et une autre version avec une voix off, justement, qui raconte tout, la voix off d'Harrison Ford. Ok, moi j'avais vu qu'il y en avait même encore plus que ça, je crois qu'il y en a 8 ou 9 différentes. Ah oui, d'accord. Ouais. Mais c'est la version Director's Cut qui est devenue la version culte. Parce que du coup, il y a eu beaucoup de conflits à la fois entre Harrison Ford et Ridley Scott, et entre Ridley Scott et la production, et qui fait que, et ce qui explique les nombreuses versions.
Mais d'ailleurs, Villeneuve disait récemment en interview que justement là, il avait eu une autonomie assez complète sur le montage et sur le film, et qu'on ne pourrait pas dire après qu'il n'avait pas fait exactement ce qu'il voulait, et que c'est le film tel qu'il le pensait. Et nous, pour ne rien vous cacher, on est né après la sortie du premier Blade Runner. Et qu'est-ce que ça vous évoquait? C'était quoi pour vous Blade Runner? Ça représentait quoi exactement? Parce que on en parlait beaucoup. Moi, j'ai mis très longtemps avant de le voir. Je pense que la première fois que je l'ai vu, c'était il y a 3-4 ans. Ouais. Je dois dire que je reconnais vraiment des aspects, en termes esthétiques, en termes de scénario, la présence d'Harrison Ford qui à cette époque-là était quand même une grosse star. Je trouve que tout ça fait que c'est quand même un excellent film. Moi je considère pas forcément ça comme un chef-d'œuvre, mais après c'est un avis subjectif. Mais je comprends pourquoi il a l'aura de film culte, puisque dans les années suivantes on s'est rendu compte que ça a été une grosse inspiration, et pas seulement au cinéma, aussi dans l'univers des BD, des jeux vidéo. Ouais, c'est clairement, mais c'est une vision du futur qui a été hyper fertile après. Comme tu le dis, à travers la BD, à travers les jeux vidéo. Et ce qui m'avait marqué, c'était que, contrairement à d'autres films, tu parlais de Star Wars qui sont dans le soap opéra, là, on a le space opéra, oui. Ne confondons pas avec les telenovelas, etc. On parle pas la même chose, mais pas tellement. Mais du coup là, c'est un vrai film de genre avec en fait une vraie enquête, des indices petit à petit qui se dévoilent, etc. Et ça m'a fait une très forte impression à ce niveau-là. Ouais. Et t'as retrouvé ça dans 2049 du coup, Camille? Je l'ai plutôt bien retrouvé, et même ce qui m'a beaucoup plu, c'était une vraie continuation à la fois au niveau esthétique, au niveau du scénario, puisque comme on l'a dit, le scénario est assez semblable en tout cas sur ses bases. Mais j'ai beaucoup aimé à la fois le fait de rendre hommage au film, mais de manière assez subtile, beaucoup plus que par exemple ce qu'on a pu voir dans les Star Wars, je trouvais, où c'était un peu plus lourd. Là au contraire c'est assez subtil, et surtout c'est magnifique. Je trouvais ça magnifique. Ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal d'hommages au premier, ne serait-ce que dans certaines symboliques, certaines thématiques qui reviennent, et en fait là, les caméos des anciens du premier Blade Runner qui apparaissent, c'est pas du character dropping comme il y a pu y avoir dans le Star Wars avec Princesse Leia. Si, il y en a quand même. L'arrivée de James Earl Jones là, qui fait un origami, ça dure 2 minutes. C'est quand même douloureux. Et puis, sans spoiler, il y a un personnage vraiment très important du premier qui revient à un moment. Ouais. Mais du coup, comme dans Rogue One, ils ont rajeuni le personnage numériquement. Ouais. Et cette scène, je la trouve hyper. Totalement ratée. Mais vraiment, je la trouve horrible parce que déjà, c'est un personnage culte du premier, donc c'est hyper décevant de l'avoir présenté comme ça. Et en plus, c'est une scène qui dure 2 minutes et qui en fait n'apporte rien, quoi. Mais toi, t'as pas aimé le méchant, Ambroise, de toute façon. Qui est joué par Jared Leto. En fait, c'est pas que je l'ai pas aimé, mais c'est juste qu'en fait, il a 2 scènes. Ouais. Et dedans, je trouve qu'il joue mal. Et en fait, je sais pas, il essaye de faire un espèce de méchant diabolique, mais ça a aucun sens. Le pire, c'est que c'est même pas lui le pire des méchants, c'est qu'il a une espèce d'acolyte qui est donc une répliquant. Et en fait, elle a un rôle, mais en fait, elle nettoie tout, c'est un peu la nettoyeuse. Donc dès que quelqu'un sait quelque chose, elle va arriver, elle va récupérer les indices, puis elle va tuer les gens comme ça, gratuitement. Ouais, et ça, c'est un rôle, tu le retrouves dans les films de Steven Seagal. La fille qui vient casser des gueules. C'est aussi l'antagoniste de Ryan Gosling dans le film. Ça, mais du coup, autant je suis assez d'accord sur Jared Leto, mais je trouve qu'il m'a cabotine un peu, et qu'il est surtout c'est terrible. Sous-exploité complètement. Donc on en parlait avant de faire le podcast, mais du coup on imagine une suite en fait par le fait de la sous-utilisation de Jared Leto. On va pas non plus vous spoiler, mais par des événements qui arrivent à la fin et qui sont au final assez réduits par rapport à l'importance qu'il pourrait avoir. Mais j'ai bien aimé le personnage féminin, même s'il manque de profondeur, je trouve. Mais en même temps, étant donné que c'est un robot, est-ce qu'on peut trop lui en vouloir? Ça je l'ai entendu, j'ai regardé sur internet les avis, tout ça, et par rapport au fait que c'est la même chose avec Ryan Gosling. Ryan Gosling dans le film, il joue un robot,
Et moi je trouve que c'est un choix judicieux de casting, puisque Ryan Gosling il a quand même un visage... Et un robot il paraît. Voilà. Ça, presque. Hein. Mais voilà, enfin, on a vu dans des films comme Drive, comme Only God Forgives, que il aime bien ce type de rôle où il est vraiment toujours dans la prestance et dans le regard. Et donc voilà, il est hyper charismatique là dans le film à nouveau, il est hyper charismatique. Bah moi je trouve qu'il y a des limites, je trouve vraiment qu'il y a des limites. J'aime beaucoup Ryan Gosling, même si il y a beaucoup de films de lui que j'aime pas du tout, et je pense que c'est globalement un bon acteur, mais c'est quand même un acteur limité, il y a certaines choses qu'il n'arrive pas à faire. Et là on voit quand même certaines limites de son jeu quoi. Et je veux bien qu'il joue un robot, mais ça va, il a le droit de lever le sourcil de temps en temps, je suis désolé. Non mais c'est sûr, mais après pour aller dans ton point, je suis d'accord, il passe quand même de la tête impassible à content à impassible triste et impassible surpris quoi. Je veux dire, il n'y a pas trop de... Par contre il y a une scène, mais moi j'étais mort de rire dans la salle, enfin c'est censé être un instant dramatique et tout ça. En fait il parle toujours, oui voilà je suis Ryan Gosling pendant tout le film, et il y a une scène, il apprend une grosse nouvelle. Et il se met à crier, mais c'est ridicule. Mais en fait, on comprend pas d'un coup. Le mec qui avait un niveau de voix, mais tout petit pendant tout le film. Et là, je sais pas, pendant 15 secondes, il se lâche, il se met à crier. Mais je trouvais ça normal, moi. Mais par rapport à ce qu'il apprend, c'est assez normal quand même. Je veux dire, c'est le. C'est hyper mal fait. Non, mais c'est presque une réaction humaine. C'est là où je trouve ça plutôt pas mal fait. C'est une réaction presque humaine. Exactement. Dans ce qu'il apprend. Et je trouve que c'est quand même l'enquêteur. C'est quand même l'enquêteur. Et donc il est censé apprendre des choses tout au long du film, donc il apprend quand même 3-4 trucs importants. Et du coup, vu qu'il apprend ces 3-4 trucs importants, à chaque fois il a la même tronche et il fait sa tronche de ah bah tiens je suis surpris. Et là sur ce coup-là, il se met à s'énerver comme ça, on comprend pas. Moi j'ai trouvé ça grotesque. Et si on avance un petit peu sur la mise en scène, les gars, vous en avez pensé quoi? Moi j'ai trouvé les plans très réussis, ça m'a fait penser en fait à Mad Max dans la manière de... je suis tellement pas d'accord. Non mais on a le plus grand fan de Mad Max en fait de nous. Mais au contraire, c'est pas du tout pour critiquer, c'est de la manière de... à la fois dans les lumières utilisées, en particulier quand on est dans le désert, à un moment, et surtout dans sa manière de filmer des matériaux bruts, que ce soit les gros blocs de béton, les grandes étendues de sable ou de neige. Je trouvais ça en fait esthétiquement magnifique, les plans très bien construits et vraiment une claque visuelle en fait, et beaucoup plus que le premier, et je pense aussi que ça balayera mieux, puisque la vision du futur elle est à la fois plus réaliste et plus empathique quoi. C'est-à-dire que par rapport au premier où en fait ça fourmillait de tous les côtés, on avait une vision complètement dystopique de Los Angeles avec des personnages de partout, une foule, etc. Là on a passé un cap dans la désolation, c'est-à-dire qu'on a pris 30 ans dans l'histoire. Avec pas de personnage. Mais toi faut pas parler de Mad Max parce que sinon t'es pas content. Non mais ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit Mad Max, mais le chef opérateur du film c'est Roger Deakins, qui est un chef opérateur des frères Cohen. Qui a été aussi du coup sur les autres films de Villeneuve et qui est un génie. C'est lui aussi qui a fait la lumière du comment il s'appelle le James Bond. Je l'ai plus là. Il faut que tu nous aides là. Le Skyfall. Il a fait aussi la lumière de Skyfall. Et mais je reconnais les seules qualités du film. Je reconnais les jeux lumière. C'est sa lumière qui est magnifique. C'est ça. Mais ça c'est Roger Deakins qui est vraiment un génie. Et là du coup on voit sa lumière dans Blade Runner. Et c'est vrai que je suis d'accord, il y a des beaux plans. Mais en fait, non, il y a des plans qui sont vraiment magnifiques. Quand il arrive, dans le centre de données. De Villeneuve, moi c'est le deuxième film que je vois de Villeneuve. J'avais vu le premier Contact l'année dernière, et j'avais d'un côté des fans qui étaient complètement subjugués par ses talents de metteur en scène, la qualité de ses films. Donc moi c'était une vraie curiosité pour moi. Et déjà sur Premier Contact, j'avais des très très gros problèmes avec le film. Et là, c'est pareil avec Blade Runner, j'ai des gros problèmes avec le film. Le problème, c'est qu'en fait, je trouve qu'il se regarde filmer clairement. Et le problème, c'est que la façon qu'il a filmé, je trouve ça n'a pas d'âme. En fait, c'est ça le truc, c'est que je trouve le film n'a pas d'âme, quoi. Mais c'est triste à dire, mais... Je suis d'accord avec toi sur le fait que le film est assez prétentieux, mais en même temps, la thématique s'y prête assez bien aussi. C'est très très grandiloquent. Et un film comme sujet prétentieux, t'es censé faire un film prétentieux. Mais justement, moi je le mettrais même pas dans la catégorie prétentieux, parce qu'au contraire, je trouve que dans sa manière de ne pas vouloir imposer sa patte sur celle de Blade Runner à l'original, et de vraiment être dans la continuation, mais un peu comme quand on voit les deux hologrammes,
la personne et l'hologramme dans le film va fusionner. Très belle scène. Qui est une magnifique scène et extrêmement inventive. Justement, moi je trouve que tout en étant relativement humble dans sa manière de construire le film, c'est aussi extrêmement inventif, comme dans Premier Contact, au niveau, je trouve pas ça au niveau esthétique. Bon les gars, avant de parler un petit peu de la carrière d'Harrison Ford, je vais vous demander un mot pour caractériser Blade Runner 2049. Juste pour parler de la mise en scène de Villeneuve, je terminerai là-dessus. Moi en fait je trouve que Denis Villeneuve il filme tout, t'as l'impression d'être dans une pub Nivea en fait, je trouve que ça a pas d'âme, enfin voilà, moi j'ai vu au cinéma la pub là pour Uber, le truc, là il faisait gros truc grandiloquent. Je trouve que c'est pareil en fait. Mais je trouve que c'est pareil. T'es dur. On le met au niveau. Non, franchement, je suis désolé. Moi, je trouve que. Ok, vous pouvez dire que j'exagère, mais entre moi qui dis ça et les mecs qui vont me comparer à Cameron, à Spielberg, à Peter Jackson. Non, mais il y a moi qui exagère réellement. Il y a quand même un juste milieu à trouver parce que tu le comparer à Cameron, c'est pas très dur. Tu peux quand même te rendre compte que ce mec-là fait un peu de la science-fiction intelligente. On a pas avec Cameron. Bon, un mot. Ambroise. Pour moi, c'est un faux grand film. Voilà. Ok. C'est un peu rude, mais je le pense. Camille. J'en sors du coup. Pour l'instant, je dirais claque. Ok. Très bien. Bon, écoutez, on va parler tout de suite d'Harrison Ford et de sa carrière. On va aller un petit peu plus en détail parce qu'Harrison Ford il réapparaît dans Blade Runner 2049. Il a un rôle qui est pas vraiment à la hauteur de ce qu'a pu être ce grand acteur. On sait pas trop à quoi il sert dans le film, mais ça reste quand même un acteur marquant. On sait pas trop à quoi il sert en fait. Voire un peu plus. Voire un peu plus. Je suis gentil. Les années 90. Mais quand même, Harrison Ford, évidemment, ça reste Han Solo, ça reste Indiana Jones, ça reste tant d'autres grands personnages. On est obligé d'en parler. Parce que ce mec-là a quand même gâché un peu, sa carrière. Bon, on va en discuter. Ambroise, toi, Harrison Ford, ça représente quoi pour toi? Qu'est-ce que c'est Harrison Ford, le grand Harrison Ford? Pour moi, Harrison Ford, il y a plusieurs choses à voir. Déjà, faut savoir qu'il faut s'intéresser au début de sa carrière. Ouais. Et au tout début, en fait, il voulait devenir acteur. Il avait passé un contrat avec la Columbia. Et donc, il avait fait quelques petits films à droite à gauche, mais sans intérêt, des films vraiment vite oubliés. Et en fait, il gagnait pas suffisamment d'argent avec ça. Okay. Donc du coup, par la suite, la Columbia a préféré le virer, le jugeant pas assez charismatique. Donc je pense qu'il y avait des visionnaires à l'époque. Ouais, clairement. Ouais. Et du coup, après, il est devenu charpentier. Et sa carrière, elle va basculer quand il fera des travaux chez George Lucas. C'est la petite histoire. Qui lui donnera du coup son premier rôle marquant dans un film à succès, dans American Graffiti. Ouais. Et ensuite, du coup, la consécration avec... l'un des films les plus importants de l'histoire du cinéma, Star Wars. Et moi, mon avis par rapport à ça, je pense que beaucoup de gens me rejoindront là-dessus, c'est que le personnage d'Han Solo, c'est Harrison Ford, et Harrison Ford c'est le personnage d'Han Solo, même si après il a réussi à faire Indiana Jones, il a réussi à faire d'autres très bons films, mais je trouve vraiment que c'est l'un des meilleurs castings de l'histoire du cinéma peut-être, parce que Han Solo et Harrison Ford, ils sont indissociables, et le charisme d'Harrison Ford qui va parfaitement avec la personnalité d'Han Solo, qui est un personnage justement de bandit et qui en plus est hyper complémentaire des autres personnages de Luke et Leila, et justement qui a une évolution hyper intéressante jusqu'au retour du Jedi. Et là on a pu s'apercevoir que c'était quand même un acteur avec une palette assez intéressante et qui en plus mais vraiment qui remplit le film à chaque fois de sa présence. Ouais, c'est clair. Camille. Mais justement, ce que tu dis sur sa palette, sa palette de jeu, moi c'est ça qui me marque. Donc déjà, moi c'est plus Indiana Jones que je retiens que Han Solo, de loin même, puisque pour moi il est l'incarnation du rôle éternel du baroudeur qui va sur lesquels toutes les filles tombent et qui tue les méchants à la fin, quoi. Et mais c'est surtout une vraie amplitude de jeu, puisque dans des rôles qui pourraient être restreints finalement à ce simple rôle, il va intégrer de la comédie, du coup de l'action, des aspects émotionnels qui, je trouve, sont extrêmement intéressants. Difficilement quand même, difficilement. Moi j'ai le sentiment que Harrison Ford il a quand même un peu joué la même chose toute sa vie, c'est-à-dire le héros aventurier comme tu disais, qui est chanceux, qui est assez détaché par rapport à l'histoire et par rapport à tous les événements qui sont autour de lui, et qui peut se permettre d'avoir un petit peu ce ton un peu enlevé, un petit peu... je l'ai fait tout traquer, mais en même temps, je me rends pas totalement compte, etc. Et j'ai l'impression qu'il a eu beaucoup de mal à se détacher de ce truc. Et que finalement, quand il a essayé d'aller dans un autre registre, type Le Fugitif, Ambroise, tu vas peut-être pouvoir nous en parler un petit peu, c'est pas totalement réussi non plus. Après, oui, Le Fugitif, il a été nommé aux Oscars pour ce film, non, c'est pour Witness. Ah, c'est pour Witness. Ouais, c'est pour Witness. D'accord.
Oui, non, c'est Tommy Lee Jones qui avait été nominé. Mais du coup, Le Fugitif, ce qui est intéressant en fait dans ce film, qui est un film, c'est un bon divertissement. C'est honnête, c'est un bon film. Ouais, voilà, c'est sympa, mais c'est pas non plus un film transcendant. Ouais, voilà. Et en fait, la grande qualité du film, c'est le face-à-face entre les deux acteurs, entre Tommy Lee Jones, qui vraiment, mais pour le coup, époustouflant dans le film, je pense limite qui pique l'affiche à Harrison Ford. Mais c'est deux grands acteurs. Ouais, c'est deux grands acteurs. Face à face. Mais moi, la scène du j'ai pas tué ma femme et Tommy Lee Jones qui lui répond j'en ai rien à foutre, je trouve la scène extraordinaire et je trouve que le film justement il tient énormément sur cette scène qui est vraiment très bonne. Ouais. Et oui, c'est vrai que ça permet de voir autre chose d'Harrison Ford, vu que après moi je suis pas d'accord avec toi à ce point-là, parce que tu dis que voilà il joue le héros détaché tout ça. Au début du Fugitif, je le trouve quand même hyper convaincant dans le veuf qui vient de perdre sa femme, qui est totalement désemparé par rapport à ce qui se passe. Mais en fait moi Harrison Ford c'est con, hein, mais c'est un mec qui a eu des personnages tellement forts, tellement marquants, que ce soit Han Solo, Indiana Jones. Aujourd'hui t'es obligé de les voir. T'es obligé de les voir à travers lui. Ouais, mais c'est sûr qu'il a totalement raté le tournant des années 90 où il a été un formidable acteur de franchise et de films cultes. Du coup on l'a dit avec Star Wars, avec les Indiana Jones, avec Blade Runner aujourd'hui. Mais aujourd'hui, après presque 25 ans de carrière en demi-teinte, il se retrouve cantonné au rôle de passeur de flambeau, où en fait il est là quelques scènes, que ce soit dans le dernier Star Wars 7 ou là dans le dernier Blade Runner, c'est le passeur de flambeau à chaque fois avec une sombre histoire de fils. De fils ratés et c'est assez Indiana Jones 4 c'est enfin dans tout, oui c'est ça, et même dans Blade Runner, même dans Blade Runner, enfin que ce soit Indiana Jones 4 on y reviendra après parce que c'est quand même un des plus gros ratages. Comment gâcher quand même. Moi je trouve que Star Wars 7 c'est un énorme ratage. Non, pas au niveau. Oui, non d'accord, peut-être pas au niveau, mais ça reste Indiana Jones, il est vraiment catastrophique. Parce qu'il y a quand même des extraterrestres à la fin, tu vois. Restons Kate Blanchett qui parle russe. Non mais je suis d'accord avec toi Camille sur le fait qu'il a vraiment raté le tournant des années 80. En fait quand il avait terminé de faire ses franchises quoi. Quand il a arrêté Indiana Jones, quand il voulait plus mais après ça reste un mec assez intègre et qui a eu qui avait une vision intéressante de son métier. Lui il voulait pas forcément faire des blockbusters et après en plus ce qui est intéressant c'est de voir comment il regardait ses personnages. L'anecdote qui est intéressante c'est que dans Le Retour du Jedi il voulait mourir parce que le Retour du Jedi qui fait suite du coup à l'Empire contre-attaque, qui est bien plus sombre, bien psychologique. Le Retour du Jedi c'est pas un film pour enfants mais par rapport à l'Empire de contre-attaque oui c'est plus un film pour enfants. Et en fait ça a emmerdé Harrison Ford que Han Solo ça devienne ça en fait, ça devienne le mec sympa et tout qui sauve tout le monde à la fin, et lui il voulait vraiment ce qui aurait été logique d'ailleurs en plus dans la structure narrative, c'est qu'il se sacrifie à la fin, c'est que voilà c'est celui qui est un peu entre le bien et le mal, on sait pas trop s'il est vraiment avec eux. Le fait qu'il se sacrifie à la fin ça répond d'une belle manière à ça, et du coup après quand il a refait Star Wars il a réussi à l'obtenir, je pense que tout le monde l'a vu de toute façon, Le Réveil de la Force, il a réussi à obtenir ça en mourant. Mais moi ce qui me dérange le plus là maintenant dans le fait qu'il fasse revenir de ces grandes sagas, c'est que c'est la même chose dans Indiana Jones. Non, dans Indiana Jones encore ça va, tu sens que c'est Indiana Jones, mais dans Le Retour de la Force c'est pas Han Solo. Harrison Ford c'est pas Han Solo, c'est Harrison Ford vieux qui essaye de qui vient cachetonner quoi. Mais il est revenu juste pour se faire tuer. Dans Blade Runner c'est pareil. Dans Blade Runner c'est pareil. Je suis d'accord. Dans Blade Runner il ne fait que annoncer une possible suite en fait. C'est ça. Son personnage ne sert à rien d'autre qu'à annoncer autre chose, à faire le passeur de flambeau comme tu disais. Et sinon on a un personnage qui il pourrait ne pas être là, ce serait exactement pareil. Le film se déroule de la même manière. Et ce qui est étonnant c'est que c'est lui qui est assez souvent, en tout cas dans le cadre de Indiana Jones et dans le cas de Blade Runner, est extrêmement impliqué dans la création du film, dans le fait que le film se fasse. Ça j'y crois pas. Franchement quand t'as l'impression qu'il en a rien à foutre. Moi je pense que c'est le cas par exemple. Je pense qu'il est surtout impliqué dans la promo où il va dire oui c'est vrai j'ai fait ça. Là en plus on en a pas mal parlé avec l'arrivée de Blade Runner, vu que il y avait eu la phrase, un journaliste qui lui demande du coup vous refaites toutes vos anciennes franchises, et lui il fait et alors, et là tous les fans ils étaient waouh trop génial. Mais je pense que dans le fond il en a plus rien à foutre quoi. Mais justement il a ça se voit à sa tête de toute façon. Il a une vision assez pragmatique du jeune acteur en fait. Il le dit d'ailleurs dans son autobiographie qu'en fait il fait exactement ce que le réalisateur et le scénario lui demandent, rien de plus, rien de moins. C'est son métier quoi. Il le voit comme un métier, comme un gagne-pain, et d'ailleurs ça rejoint. Il pointe au début, il pointe à la fin, et puis il rentre chez lui. Mais ça rejoint ce que tu disais sur le début de sa carrière, quelqu'un qui a eu du mal au début à percer, qui a eu à abandonner plusieurs fois donc le métier d'acteur, et qui n'était pas du tout le métier
auquel il se destinait au départ. Et du coup, un peu l'impression qu'il a gardé ce mode de travail en fait. Ouais. Et en fait, par rapport à la fin de carrière maintenant d'Harrison Ford, parce qu'on peut quand même dire qu'il est un petit peu sur la fin. Là, ça devient pénible. Hein. Enfin, dans Blade Runner, 75 ans il a. 75 ans. Ouais. Mais il a commencé tard. Il fait Star Wars il y a 35 ans. Il était déjà vieux. Ouais. Non, enfin, vieux entre parenthèses, oui. Enfin, pour une star de l'époque. C'est un charpentier. Et sans doute un très bon charpentier. Mais en tout cas, il a fait un rôle. Mais après, moi j'ai un peu le sentiment que c'est aussi le problème d'Hollywood qui, passé 70 ans, ne propose qu'aux grands acteurs soit de faire des reboots de leurs grandes sagas, soit de faire des films comiques de papy décalé. On le voit aussi avec De Niro par exemple. De Niro il fait que des comédies à la con dernièrement. C'est ça, mais là quand on l'a vu dans Le Stagiaire, c'était ça. Ouais, c'était ça, pareil. Mais tu pleures. Mais tu pleures parce que le mec c'est tout le cinéma de Scorsese et il fait Le Stagiaire. Et t'es un peu pareil avec Harrison Ford qui a fait Morning Glory il y a quelques années. Il était terrible. Qui est quand même une comédie pourrie. Mais là c'était la première fois. Après j'avais pas vu énormément de films d'Harrison Ford à l'époque dans les années 2000. Mais voilà, j'avais regardé Morning Glory et donc du coup je voyais Harrison Ford dedans. J'étais content parce que t'es toujours content de voir Harrison Ford. Enfin, plus trop maintenant. Mais à cette époque-là, si. Moi, je l'ai vu dans Blade Runner, j'en pouvais plus. J'étais non, mais rentre chez toi. Enfin, non, moi, j'espérais qu'il meure au bout de 2 minutes parce que. Non, moi, au contraire. J'espérais qu'un mec lui mette un coup de sabre laser à un moment pour dire non, c'est bon, allez, on passe à autre chose. Et dans Morning Glory, tu sentais que le mec, il en avait rien à foutre. Ah ouais, totalement. Mais en fait, c'est censé être une comédie et il est censé jouer le vieux grincheux. Et voilà, donc en fait il récite ses lignes et tout ça. Mais après ce que tu disais sur les franchises, de toute façon ça marche jamais quoi. Enfin, les franchises qu'on reboot 35 ans après, vous allez me dire que Blade Runner ça a marché, moi je suis pas d'accord. Mais et Mad Max, mais Mad Max c'est différent parce que ils ont... non mais c'est vrai, la mauvaise foi. Non, c'est pas pareil parce que déjà les Mad Max, la première trilogie, tous les films, bon voilà c'est une trilogie avec toujours Mel Gibson, mais les films ils ont pas forcément énormément de liens entre eux, il y a toujours des petits clins d'œil, mais c'est pas une suite continue. Bien sûr, mais en plus tu vois du Mad Max 1 au deuxième. Là c'est un peu la mauvaise. Non, regarde. J'ai totalement le mauvais. C'est pas grave. Tu me laisses finir, tu verras que j'ai raison. Non, tu vois entre le premier Mad Max et le deuxième Mad Max déjà c'est pas le même univers. Non, c'est vrai. Le premier c'est un film de policier et dans le deuxième et le troisième c'est encore, enfin c'est plus proche de l'univers du deuxième, mais c'est encore autre chose et c'est un autre ton. Ouais. Et là dans le quatrième, c'est une espèce de synthèse de tout ce qui a été fait avec un nouvel acteur. T'en fais trop. Non mais c'est très bien, Non attends, pour finir sur Fury Road parce que c'est important, c'est le meilleur film des 20 dernières années. Ce qui est important aussi c'est que c'est George Miller qui a repris le projet et que c'est un projet qui lui tenait à cœur. Ça c'est sûr, c'est un réalisateur brillant qui a repris la saga qui l'a rendu célèbre et il avait vraiment envie de faire un film d'action hyper généreux comme il l'a fait et aussi une grande fresque. Mais ce que je veux dire c'est que j'ai un gros problème du coup avec ces franchises, mais je trouve quand même que parfois c'est fait avec une réelle authenticité en fait. Avec une réelle envie de revenir à la fois aux origines et d'en trouver une nouvelle interprétation. Ne serait-ce que d'avoir quelque chose de nouveau à raconter sur une franchise, mais ce qui n'était pas le cas dans les films qu'on a cités, pour Indiana Jones ou pour Star Wars. Surtout dans Le Réveil de la Force. Pas du tout. Oui, Le Réveil de la Force c'est terrible quoi. Le Réveil de la Force c'est une synthèse des 3 premiers quoi. Ils ont dit ça c'est cool dans le premier, on va le remettre. Ah ça aussi tiens ce personnage, ils aimaient bien Yoda, on va faire un deuxième Yoda. Bien sûr. C'est ça. Et par contre, je trouve qu'on retrouve cette authenticité, donc à la fois dans Mad Max, mais aussi, pour moi en tout cas, dans Blade Runner, là, le dernier. Okay. Mais après, pour revenir juste un dernier exemple sur les franchises où ça a marché, c'est avec Stallone qui a réussi ça avec Rocky et avec Rambo. Après, c'est peut-être différent comme contexte. Mais c'est vrai. C'est différent comme contexte parce que c'est. Les deux franchises, elles marchent surtout pour les premiers épisodes qui sont vraiment les deux des chefs-d'œuvre pour le coup. Et après, ça a vraiment baissé de qualité. Et même les derniers, il y en a, c'est des gros nanars quoi. Surtout les Rambo et. Les Rocky aussi. Les Rocky aussi. Ouais, c'est vrai. À la fin, c'est vraiment des nanars. Et du coup, Stallone, il revient 20 ans après, il prend le projet à bras le corps et avec toute sa sincérité. Et en plus, il y a une part autobiographique puisque Stallone, il a galéré aussi pendant tout ce temps et c'est le mec qui revient et qui veut prouver qu'il est encore là. Mais c'est là où ça fait la différence, c'est qu'aussi Stallone fait tout seul pour le coup. C'est pas un truc marketé Hollywood. C'est pas un truc fait par J.J. Abrams avec Disney derrière quoi. C'est ça, mais c'est la part intime et mécolique de retour sur soi-même qui revient et c'est ça qui est intéressant. Ouais, mais il faut que ce soit sincère à peu pour près que ça tous les marche. films voilà. Tout à fait. Enfin, faut que ce soit sincère pour que ça marche. De toute façon ça marche, les films ils rapportent énormément d'argent et tout ça et puis il y a juste des mecs comme nous pour les critiquer sinon Disney ils sont bien contents. Bon pour finir les gars, je vais vous dire une bonne nouvelle parce qu'apparemment il y a un 5ème Indiana Jones qui est en projet. Oh non.
Donc on va finir là-dessus pour cette semaine. Bon. Merci Camille, merci Ambroise, merci Clément à la technique aussi. On va se retrouver dans 15 jours, dans une quinzaine de jours donc, pour le 3e épisode de la quinzaine. À bientôt et d'ici là, portez-vous bien.